Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Caroline. Alors le 11 septembre dernier, tu étais en dédicace, à l'espace culturel de Varennes-sur-Seine. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'interview parce que les conditions ne s'y prêtaient pas et du coup, on a décidé de faire ça à distance. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt Caroline, je t'écoute. Parfait. Donc j'ai mes petites questions. On va commencer. Tu viens de publier ton premier roman Insigdale au livre de poche. Et donc un premier roman, c'est une expérience 1 bizarre, 2 palpitante, 3 stressante ou 4 autre chose. Alors, je vais répondre bizarre, palpitante, stressante et plein d'autres choses. Tout à la fois. Être écrivain n'est pas la seule corde artistique à ton arc. Peux-tu nous parler de tes autres talents? Au départ, j'étais graphiste de formation. Et puis un concours de circonstances a fait qu'on peut vraiment parler de concours d'ailleurs, parce que j'ai remporté un concours de scénario. Et ce scénario est devenu un téléfilm pour Arte. J'ai donc poursuivi une petite carrière de scénariste. Et puis, euh, et puis entre-temps, j'ai fait du documentaire. J'ai fait aussi un peu de musique sous le nom de Cobalt. Je devrais normalement sortir mon troisième EP. Ce sera même plus qu'un EP, ce sera un album. Il y aura 9 titres à la fin de l'année. Et puis oui, je suis aussi auteur d'un roman, Un signe d'elle. Effectivement, Insigdale est très cinématographique à la lecture. L'as-tu envisagé comme un scénario au départ? Alors oui, oui, au départ, ce texte était pas un scénario, un développement. Il faisait une vingtaine de pages. Je l'ai proposé à plusieurs producteurs. On était en 2008 et la réponse était toujours la même. Euh, on ne sait pas à qui on pourrait l'adresser, à qui on pourrait le donner. On ne sait pas faire ça en France. Alors aujourd'hui, je pense que la réponse serait totalement différente. On n'a plus peur des films de genre. On sait faire du fantastique, on sait faire du policier, on sait mélanger les deux. Mais à l'époque, en 2008, voilà, il y avait encore ce sentiment d'infériorité, un truc réservé aux Américains parce qu'il n'y avait pas le public, parce que on ne savait pas faire. Voilà. Donc, ce scénario, enfin cette idée de scénario, ce développement est resté au fond d'un tiroir. Et puis en 2016, lorsque je suis arrivé à Boston, j'ai repensé à cette histoire. Je savais qu'elle n'avait pas pris une ride, qu'elle était toujours aussi forte, aussi efficace, et qu'elle avait un énorme potentiel pour la transformer en quelque chose de plus littéraire. Par rapport aux personnages, par rapport à leur parcours, par rapport aux thématiques abordées, etc. Donc voilà, Un signe d'elle est devenu le roman que vous pouvez lire aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être scénariste aide à la fois à construire une histoire, mais aussi à la rendre très visuelle pour le lecteur et la lectrice? Alors oui, oui, effectivement, je pense que ça aide beaucoup. Quand on est scénariste, on travaille énormément sur la construction. La construction, c'est super important, le rythme, les séquences. Et je pense que ça, oui, ça m'a vraiment aidé pour donner un rythme à mon histoire. Et puis cette façon aussi je pense, de rentrer directement dans le cœur des chapitres. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne prends pas le temps de développer ou de faire des digressions ou voilà, tout ce que un roman ou une forme plus littéraire permet. Mais je pense que dans l'efficacité du texte, quand on parle de polar, parce qu'il y a besoin d'être efficace, il y a besoin d'emporter le lecteur. Ouais, je pense que ça a grandement aidé. Quelles sont les principales différences entre écrire un scénario et écrire un roman? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on a plus l'habitude de travailler sur des scénarios? Alors, je ne parlerai pas de pièges à éviter. Euh, alors, quand on écrit un scénario, en fait, c'est un outil. C'est un outil de travail pour un nombre très important de d'autres personnes. Le décorateur, le réalisateur, le chef opérateur, le costumier, voilà. Donc en fait, c'est vraiment un texte qui est un pont vers autre chose. Le scénario va devenir un film. C'est une sorte de d'état un peu transitoire comme ça. Alors bien sûr, les dialogues doivent être particulièrement bien écrits, les descriptions doivent être là, etc. Voilà, mais c'est carrément tout autre chose. Un roman, c'est une expérience entre le lecteur et l'auteur.
C'est autant le scénario doit être très descriptif, très précis, autant je pense que dans un roman, euh, on doit laisser de l'espace aussi au lecteur pour qu'il se fasse son propre film. Voilà, on doit donner à voir, mais sans bloquer l'imaginaire du lecteur. Je pense que ça c'est très important. On peut aussi se permettre quand on écrit un roman d'entrer dans la tête des personnages, de développer leur intimité, d'aller plus loin par rapport à ça. Et c'est ça qui est super intéressant. On est aussi beaucoup plus libre quand on écrit un roman si on a envie de... Alors c'est un exemple qu'on donne beaucoup, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand par exemple, si on a envie d'écrire une scène avec une armée de 100 000 soldats, ben on se pose pas la question du coût et du budget, on écrit 100 000 soldats. Voilà, donc ça c'est aussi une grande différence dans la liberté qu'on a face à l'imaginaire et face à l'ampleur des choses qu'on peut écrire et qu'on peut proposer. Donc maintenant, on y vient. Parle-nous un peu du roman, l'histoire. Et surtout, je trouve que ce qui est très important, c'est de parler un petit peu du message ou de l'intention que tu as voulu faire passer derrière tout ça. Ok, parlons d'un signe d'elle. Alors, l'histoire d'un signe d'elle. Ça démarre avec deux adolescents, Nils et Stella. Ils sont très amoureux, mais Stella ne croit pas en l'amour éternel sur Terre. Elle pense que l'amour finit toujours par s'effilocher, s'étioler. Elle pense que l'amour ne peut être éternel que dans la mort. Donc elle propose à Nils de se suicider avec elle. Mais elle sent bien que Nils est un peu fragile. Et même s'il accepte, elle le met en garde et elle lui dit si tu m'abandonnes, si j'arrive de l'autre côté sans toi, eh ben je reviendrai d'entre les morts et je te pourrirai la vie jusqu'à ce que tu me rejoignes. Et ce qui devait arriver arrive au moment de sauter. Nils ne saute pas et Stella est la seule à se fracasser sur le béton. 15 années plus tard, Nils est toujours bouffé par la culpabilité. Il a gardé ce pacte passé avec Stella totalement secret. Il vit avec Gabriel, il a un fils, Oscar. Euh, et il est devenu médecin, parce que médecin c'est bien, c'est rassurant. Tous les jours, sa pratique lui prouve que quand le cœur s'arrête, tout s'arrête, et qu'il n'a donc pas à craindre le retour de Stella. Mais un matin, sur le miroir de sa salle de bain, sur la buée du miroir, un message qui lui est destiné s'inscrit. Tu as promis. Et Niels se dit que Stella est de retour. Et et Stella est-elle de retour? Et Niels va-t-il honorer sa parole? Voilà. Donc ça, c'est le tout début du roman. C'est l'intrigue principale. Et puis tu me demandais quel, euh, qu'est-ce qui m'intéressait dans cette histoire. Alors, au-delà du fait que je me suis amusé comme un petit fou, parce que enfin, là, c'est une histoire à tiroir, bien sûr. Euh, Rien n'est ce qu'il semble être. Voilà, méfions-nous des apparences. Mais justement, voilà, l'apparence, la représentation de ce que nous sommes, ça m'intéresse. Pour moi, un fantôme, en fait, c'est ce qui reste d'une personne une fois qu'elle est partie. Et ce qui reste d'une personne, c'est son souvenir, c'est une image et c'est une représentation d'elle. Et un fantôme, c'est une représentation, c'est la représentation qu'on se fait d'une personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les représentations que nous avons par rapport à ce que nous sommes. En tant qu'homme et en tant que femme, en tant que personne blanche, en tant que personne noire, en tant que personne asiatique, etc., etc. Nos sociétés sont complètement, comment dire, euh,
les stéréotypes de genre, les stéréotypes, les clichés qu'on trimballe tous, voilà, nous empêchent en fait d'exister ou d'aller vers les autres. Voilà, moi j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de ce carcan quand on est homme, enfin quand on est mâle et qu'on doit devenir un homme, bah, quel genre d'homme on peut devenir dans notre société ou quel genre de femme on a le droit de devenir dans cette société. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi j'ai envie de questionner le masculin et le féminin, la place qui nous est laissée pour ce que nous sommes véritablement au fond de nous-mêmes. Voilà, donc ce questionnement, il traverse tout mon travail, que ce soit dans mes scénarios, dans mes documentaires, et il traverse bien évidemment ce premier roman. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Alors bien sûr, on peut lire Un signe d'elle comme un polar fantastique, voilà, on peut simplement s'y amuser et essayer de deviner qui a fait quoi, et voilà. On peut le voir simplement comme un jeu, mais si on veut, on peut aussi s'arrêter sur certains passages ou essayer de lire entre les lignes et, euh, et de réfléchir un petit peu à ça, à ces représentations sociales qui nous oppressent. Voilà. Un signe d'elle, c'est un thriller où se mêlent fantastique, psychologique et machiavélisme. Quelles sont tes inspirations? Machiavélique. J'adore quand on dit que je suis machiavélique. Alors, je rassure tout le monde, seulement dans mes romans, hein, pas dans la vraie vie, en tout cas j'espère. Euh, et donc mes inspirations, alors elles sont très 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 diverses. Ça va de Maupassant à King. Ouais, j'adore des auteurs comme Théophile Gautier, Maurice Renard, Zweig, mais j'aime aussi Richard Matheson. Euh, ouais, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, c'était des super moments, je me plongeais dans ces livres et je me disais, waouh, on peut inventer des choses comme ça, on peut partir aussi loin. Ouais, c'était vraiment des super bons moments de lecture. Euh, Stephen King, ouais, aussi. Bah là, on est au top. Le King, quoi. Ce qui est génial, c'est que, bah, au-delà de son génie pour trouver des histoires hyper catchy, un pitch qui vous donne envie de vous plonger dans 700, 800, 1000 pages, au-delà de ça, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de passer au scalpel la condition humaine, quoi. C'est la société américaine, c'est parler de nos fêlures, de nos états d'âme, des casseroles qu'on se trimballe, de nos traumas. Et voilà, c'est ça vraiment qui l'intéresse. Donc la psycho, de la psycho, toujours de la psycho, quoi. Et ouais, donc si dans mon travail, je pouvais, à mon humble niveau, me rapprocher de ça, approcher ça, ouais, ce serait déjà génialissime. Et puis je veux pas oublier, oui, je veux pas oublier Agatha Christie, qui a beaucoup compté, et qui compte toujours beaucoup, parce qu'elle a tout inventé, tout réinventé. J'adore sa façon de dessiner des personnages comme ça. Bah, on sait tout de suite à qui on a affaire. Voilà, un dialogue appartient à un personnage et pas à un autre, c'est impossible. Voilà, ça j'adore. Et puis oui, sa vie était un roman, c'était une femme incroyable et ouais, voilà, tous ces gens m'inspirent beaucoup. Il y a dans ce roman un groupe assez particulier qui s'appelle le Cercle Margaret Hamilton. C'est ça, Margaret Hamilton. Comment t'es venue cette idée? Alors, comment est venue l'idée du cercle spirit? Euh, je crois que j'ai eu besoin à un moment donné dans l'histoire d'un médium et m'est revenu très rapidement, presque immédiatement, le souvenir de Tangina Barons, incarnée par Zelda Rubinstein dans le film Poltergeist. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un personnage qui est resté gravé dans ma mémoire. J'ai adoré cette silhouette, j'ai adoré cette voix, j'ai adoré cette présence. Et Amanda Lucia Pia Alvarez est clairement un hommage
à ce personnage. Poltergeist est aussi un film très important pour moi, avec Jaws, avec Les Dents de la Mer, avec Alien, avec voilà, tous ces films qui m'ont donné envie aussi d'écrire à côté de la littérature. Écrire, quelle que soit la forme, en tout cas partager des histoires, voilà, ça c'est vraiment ce qui a toujours été important pour moi. Donc voilà, le cercle spirit, il est venu de ce personnage de médium et aussi de la forme que j'avais envie de donner au roman, lui donner la forme d'un document, d'un dossier. Et je me suis dit d'où pouvait venir ce dossier d'archives, mais pas de la police. Et j'ai inventé ce cercle spirit. Et donc Amanda Lucia Pia Alvarez a fait partie du coup de ce cercle spirit, pardon. Et puis je lui ai donné un rôle important à l'intérieur de ce cercle. Et voilà. Et voilà la genèse de ce cercle. Et donc le roman est comme constitué de documents issus d'archives de ce cercle, ce qui donne un peu l'impression d'être face à un documentaire sur le paranormal, surtout au début. Est-ce que c'est une manière de brouiller les pistes entre fiction et réalité? Alors oui, effectivement, oui, c'est un moyen de brouiller les pistes, mais c'est aussi une façon de donner au roman un caractère particulier. Je suis un grand fan de Bram Stoker et de son Dracula, qui a une forme épistolaire. Voilà, on raconte l'histoire à travers des lettres, et j'aime ça. J'aime bien ce côté. Donner une forme particulière au roman qui donne au roman une existence, une réalité. Voilà, j'aime l'idée que les gens se disent, oublient à un moment donné qu'ils sont en train de lire un roman, mais ils sont en train de lire un dossier, ce qui les projette dans une possible réalité. Et ça, ouais, ça m'intéresse, ouais. Et si je te dis REC, le projet Blair Witch et Paranormal Activity, tu choisis quoi? J'ai bien aimé Rec, moins le projet Blair Witch. Je ne sais pas, j'ai pas accroché, je suis pas rentré dedans, jamais. Je l'ai revu, hein. Je l'ai regardé 3 fois parce que voilà, je voulais comprendre pourquoi ça marchait pour les autres et pourquoi ça ne marchait pas pour moi, alors qu'il y avait tout pour me plaire. Voilà, mystère, hein. Euh, et heureusement que Blair Witch a existé, puisque ça a donné Paranormal Activity. Et Paranormal Activity, ouais, ça c'est ma came. J'ai vraiment eu très peur. Très très peur. Donc je choisis Paranormal Activity. Quel est ton film d'horreur préféré? Mon film préféré, d'horreur préféré, euh, The Hunting de Robert Wise. Euh, en, en français, c'est La Maison du Diable. Et ouais, c'est un film que j'adore. J'adore. Voilà, ça commence et je suis dedans. Je, j'adore les déplacements de caméra, j'adore le noir et blanc, j'adore l'atmosphère, j'adore la façon dont la maison est filmée. Je pense que Kubrick a dû le regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de faire Shining, qui est mon deuxième film d'horreur préféré. Il y a beaucoup de similitudes. Dans la façon de filmer des personnages, dans la façon de filmer la dépression, dans la façon de filmer la folie. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Et oui, puis c'était hyper précurseur parce que on était à une époque où c'était pas forcément très tendance de faire un film d'horreur autour de ce qui n'est pas visible. Voilà, c'est la peur de ce qu'on ne voit pas, c'est des bruits, des sons, une ambiance. Et ça, vraiment, c'est ma came. C'est vraiment, ouais, j'adore. Donc voilà, ouais, The Hunting pour moi, c'est le summum du film d'angoisse, plus que d'horreur, du film ouais, de peur. Et ton film pas d'horreur préféré? Alors, j'ai envie de répondre en 2 temps. Premier temps, le film préféré quand tu es enfant, adolescent. Alors pour moi, c'est King Kong. Indéniablement. Premier souvenir, je sais pas, je dois avoir 5 6 ans. La version noir et blanc. Voilà, je suis comme ça. J'adore. Mais j'aime tout King Kong, hein, la version 76. Et j'aime aussi la version Peter Jackson. Un peu moins, mais voilà, tout ce qui est King Kong, vraiment, c'est voilà, le gros truc de mon adolescence ou de mon enfance. Et puis le film préféré quand tu deviens adulte,
si un jour tu deviens adulte. Elephant Man de David Lynch. C'est un film qui me bouleverse tout le temps. Je peux pas m'empêcher de pleurer. Euh, ouais, parce que c'est un film qui parle de ce que, d'un sujet qui m'obsède, qui est l'identité, la quête de soi, exister, être vu comme un monstre. Voilà. Ça me parle, ouais. C'est mon film préféré, David Lynch, Elephant Man. Et lorsque tu écris, est-ce que tu es plutôt dans la team silence ou dans la team musique? Et si c'est dans la team musique, quel style? Les deux. Ça dépend vraiment du moment dans l'écriture. Si je suis en train de travailler sur la construction, la timeline, sur la façon de disperser les informations, voilà, là j'ai besoin d'être extrêmement concentré, donc c'est silence total. En revanche, si je suis sur les personnages, sur un moment important où je dois mettre en avant des sentiments, de l'émotion, si je suis dans l'action, voilà, là je vais être team music parce que je vais en avoir besoin. Ça va m'aider pour me plonger dans le moment. Ouais, ça va créer une sorte de bulle. Ça va aussi m'aider à faire monter des choses, des émotions, et à les retranscrire à l'écrit. Donc, oui, les deux. Ah oui, et quel genre de musique aussi j'écoute. Euh, euh, J'écoute beaucoup Olafur Arnalds. Je sais pas si je le prononce bien. Je l'ai découvert sur Spotify et sur une sorte de medley où il y avait plusieurs BO de films. Voilà, et j'adore sa musique. Elle m'aide vraiment beaucoup lorsque j'écris. Voilà. Tu as vécu plusieurs années à Boston. Est-ce un environnement plus propice à la création? En plus du buste d'Edgar Poe, hein, bien sûr. Et celles et ceux qui liront ou qui ont lu le livre jusqu'au bout, jusqu'au remerciement, comprendront. Oui, ça m'a certainement aidé. Euh, Deux choses. D'abord, le fait de me retrouver sur la terre de mes écrivains préférés. Poe, Lovecraft, pas très loin dans le Maine, Stephen King. Voilà, dans la signification, le signe que ça apportait. Oui, ça m'a certainement aidé à me lancer. Il y a une belle énergie ici. Et puis, dans un deuxième temps aussi, le fait d'être totalement dans la découverte de l'environnement. Ici, tout est nouveau pour moi. L'architecture, l'histoire, l'architecture, les couleurs, les sons. On n'entend pas les mêmes chants d'oiseaux ici. La lumière est très différente. Elle est toujours un peu rasante. Voilà, les choses ne sont pas éclairées de la même manière qu'en Europe. Alors oui, je pense que par rapport à toute cette nouveauté, cette envie de la décrire, cette envie de partager ça, oui, ça a dû être un moteur et ça a dû m'aider dans mon écriture, certainement. Et désolé, petite question de fan d'Edgar Poe, est-ce que tu es allé voir à Boston la statue qui s'appelle Poe Returning to Boston de Stephanie Rocknack? Oui, je connais cette statue. Alors, je ne suis pas allé la voir. En fait, on passe près d'elle souvent quand on se promène à Boston. Elle est située dans un endroit un peu, pas central, mais voilà, on peut pas la louper. Et oui, elle est magnifique, elle est magique. Ce bonhomme. Alors, quand on s'approche de la statue, hein, oui, indéniablement, on ne peut que reconnaître Poe. Mais ce corbeau, cette valise ouverte, cette démarche, on a vraiment l'impression que la statue est en mouvement. Ouais, un chouette statut. Ouais. Et donc voilà, c'est la fin de l'interview. Est-ce que tu as un message à faire passer ou le mot de la fin? Je t'écoute. On t'écoute. Je voudrais surtout, Caroline, te remercier, vraiment, sincèrement, pour cette occasion donnée. C'est difficile hein, d'exister. Je parle pas de moi, hein, je parle de tous les jeunes auteurs, les premiers romans. C'est difficile d'exister au milieu de toutes ces très bonnes propositions de lecture.
et c'est très nombreuses propositions. Donc voilà, merci pour ce coup de projecteur. Merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont lu et à toutes celles et à tous ceux qui me liront. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi. À bientôt, j'espère, parce que c'était vraiment une très, très belle rencontre. Merci beaucoup.